Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de 2025. Installez-vous bien confortablement, prenez éventuellement une petite boisson chaude. Moi, tout est prêt. On va passer un petit moment ensemble, on va faire le bilan lecture de décembre, on va regarder un petit peu les cadeaux livresques que j'ai eus, littéraires on va dire même, pour Noël, et on va ensuite passer à la FAQ puisque sur Insta je vous ai posé, je vous ai mis un petit rectangle là, vous savez, pour poser des questions ou dire ce que vous aviez à dire. Donc on va faire un petit peu le point sur tout ça. En vrai, décembre, ça a été un très petit mois de lecture, vraiment, tout simplement parce qu'en fait, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Comme je vous ai dit, j'avais totalement surestimé le temps que me prendrait la réalisation des 24 vidéos pour le Noël au manoir. Ensuite, c'est les fêtes, donc dans tous les sens. Et j'étais malade, je le suis encore un petit peu d'ailleurs, peut-être aurais-je une voix de camionneuse parfois, on sait pas. J'ai donc lu 2 livres. C'est quand même pas mal. 2 livres sur un mois hyper chargé, ça va. J'ai commencé ce mois de décembre avec L'étrange Noël de Monsieur Klaus par Sarah Rash, édité par De Saxus. On y suit Nicolas Klaus, qui n'est autre que le fils du Père Noël, s'il vous plaît. Là, on est quand même sur un arbre généalogique assez stylé, on va dire. Seulement voilà, Nicolas, il est totalement en désaccord avec son père, parce que son père, il veut faire de Noël une fête hyper commerciale, hyper médiatique, très bling bling finalement. Alors que son fils, il est plus en mode « Mais non, Noël, c'est censé être magique, c'est le partage, c'est être heureux, qu'est-ce que tu fais, daddy? S'il te plaît, quoi, reviens sur Terre !» Un soir, après un énième conflit avec papa, Nicolas, il va décider d'aller noyer son chagrin, on peut dire, dans un bar, et c'est là qu'il va galocher un inconnu. Le temps passe, les relations s'apaisent un petit peu, et le Papa Noël va dire « tiens, là franchement, ce qu'il faudrait que tu fasses, Nicolas, ça serait trop bien pour nous, c'est que tu te maries avec la princesse de Pâques. » Donc ils vont lancer une espèce de compétition pour gagner la main de la princesse de Pâques. Le léger petit hic, c'est que Nicolas va se trouver à concourir face au prince d'Halloween. Et le prince d'Halloween, il le connaît un petit peu, ou du moins il connaît sa bouche, puisque c'est celui qui l'a galoché. J'ai vraiment apprécié ma lecture, on est sur une histoire très originale. On a des fêtes qui sont personnifiées, on a un peu cette dimension paparazzi, un petit peu télé-réalité de famille royale. C'est vraiment un truc que je n'avais jamais lu auparavant, donc ça j'ai adoré. J'ai aimé ce regard un petit peu plus entrepreneurial sur Noël. Cette idée qu'en fait Noël c'est une grosse boîte avec le PDG qui est le Père Noël du coup. Et c'est une boîte avec des problèmes de boîte finalement. J'ai lu ce livre début décembre et c'était, je pense, le livre parfait pour la transition un petit peu plus Halloween, automne, vers Noël. Les personnages sont attachants, mais surtout les personnages de toute la partie Noël. Parce que c'est vrai que la partie Halloween et même les autres fêtes, on n'a pas des masses d'infos sur eux, on n'a pas des masses d'infos sur les problématiques qui sont liées à leur fête, on n'a pas masse d'infos sur les devoirs qu'ils ont, tout ça. Enfin, en fait, on sait pas grand-chose des autres fêtes. J'ai bien aimé également le fait que nous ayons des messages, des textos en fait à lire au cours des chapitres. Parce qu'en toute honnêteté, je trouve que les chapitres, pour le coup, petit bémol, étaient longs. Pour moi, c'est pas trop le genre de livre où tu peux te dire « Allez, encore un chapitre et je dors » parce que au petit-déj, t'y es encore, je pense. Et comme je fais partie de ces gens qui ne savent pas s'arrêter au milieu d'un chapitre, qui ressentent une frustration extrême dans l'idée de s'arrêter au milieu d'un chapitre, j'avoue que ça m'a posé un petit peu souci, parce que des fois j'avais envie de continuer, mais je savais que je m'embarquais pour un petit temps, et voilà. Il y a pas mal de smut assez détaillés. Alors moi je pense que c'est un souci de moi. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je suis très mal à l'aise parce que j'ai un peu la sensation d'assister à quelque chose où je devrais pas être là. Vous voyez, je suis en mode oui non pardon, vous avez raison, je pars, je change de pièce. Ça c'est une problématique réelle que j'ai. C'est très rare que je ne sois pas gênée en lisant du smut. Si dernièrement il y a eu ACOTAR quand même. ACOTAR en vrai, je trouve que ça fait vraiment avancer l'histoire. Je trouve que ça c'est très bien écrit. Enfin, je veux pas dire que là c'est mal écrit. Je veux juste dire que là ça me met plus mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise sur
environ 90% des moments smut dans les livres. C'est, voilà, je me sens de trop. Ce qui est assez problématique. Ce qui est très problématique parce que il y a certains d'entre vous qui le savent, je pense, oui. Ça fait des années que je suis sur un livre. En effet, je prends beaucoup mon temps, hein, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps, hein. Mais ça fait donc des années que j'écris un livre, et là, j'arrive à un moment clé où il va falloir, c'est une nécessité pour l'avancée de l'histoire, qu'il y ait une scène de smut. Et là, je suis un petit peu, je suis gênée. Je sais pas comment je vais écrire ça. Enfin, je sais pas, hein. Moi, déjà, ils se font un petit smack, je suis en mode... alors la suite, ouais. Je sais pas comment je vais me démerder. En tout cas, j'ai adoré La Plume de Sarah Raasch. Elle est drôle, elle est fraîche, elle est dynamique. J'ai trouvé son histoire très originale, vraiment. C'était une très bonne lecture quand même. Et j'avoue que ça m'a donné envie de lire d'autres de ses écrits. J'ai ensuite lu Un chant de Noël de Charles Dickens, édité par Le Livre de Poche. Je pense qu'on a tous lu ou vu une version de cette histoire. C'est le classique de Noël par excellence. Scrooge, vieil aigri, avare au possible, déteste les gens heureux, déteste les fêtes de Noël parce que tout le monde est là. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Et lui, il est en mode... C'est quelqu'un qui n'aime pas la joie, visiblement. Il va recevoir la visite de 3 fantômes. Le fantôme du Noël passé, du Noël présent, du Noël futur. Et ces 3 fantômes, en fait, vont réussir à changer un petit peu le point de vue de Scrooge, son regard sur la vie, sur le monde et bien évidemment sur Noël. Honnêtement, je comprends pourquoi c'est un classique. Il est fantastique, ce livre, vraiment. Il y a de nombreuses adaptations d'un chant de Noël, mais c'est vrai que dans ma tête, Scrooge, il n'était pas quand même aussi méchant. J'ai l'impression, mon sentiment en tout cas, que pour vraiment connaître Scrooge, comprendre un petit peu le pourquoi du comment il est comme ça, même si ça excuse pas, eh bien, il faut lire le livre de base. Vraiment, là, avec ce livre, je trouve qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte dans ma perception de ce classique. Et en plus, moi, c'est vrai que je regarde surtout la version Le drôle de Noël de Scrooge. Je l'ai regardé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et je trouve que les descriptions du livre sont encore plus immersives que le film d'animation en lui-même. Alors que pourtant là, c'est visuel. Je veux dire, on pourrait se dire là, on est sur de l'immersion plus. Et ben c'est pas le cas. Je trouve que dans le livre, c'est beaucoup plus immersif. Gros coup de cœur pour La Plume de Charles Dickens. Vraiment, le type, il en a rien à faire. Il te parle. T'es là, t'es en train de lire comme ça, il te parle. Donc là, tu peux être que projeté dans la scène. À la suite de cette lecture, je me suis promis de lire plus de Charles Dickens. J'espère tenir cette promesse en 2026, mais dans l'idée, j'aimerais vraiment découvrir beaucoup plus d'écrits de Charles Dickens. Passons maintenant au petit bilan des cadeaux littéraires que j'ai eu la chance de recevoir à Noël. J'ai été très gâtée pour ce Noël, que ce soit humainement, que ce soit matériellement. Vraiment, c'était magique. Magique. On peut dire magique, oui, magique. Parmi mes cadeaux, j'ai eu quelques cadeaux littéraires et je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous les présenter. Disclaimer, on n'est pas du tout en mode je me la pète, pas du tout. C'est vraiment plus dans l'idée de partager avec vous, quoi. Je partage ma joie, je partage les nouveaux objets qui vont rejoindre mon cocon littéraire et on est sur une chaîne littéraire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Avant toute chose, déjà, je vous présente ma nouvelle tasse. N'est-elle pas trop mignonne? C'est des livres entassés. Je suis trop fan. J'ai eu des livres. J'ai eu 2 livres et je suis trop heureuse parce que ces 2 livres en plus m'ont été offerts par ma famille. Et je sais que beaucoup vont comprendre ce que je vais dire là. C'est-à-dire que c'est rare, très rare que ma famille m'offre des livres. Pourtant, la lecture est l'une de mes plus grosses passions, mais il est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande ce que je veux, je dis des livres. Donc des fois, je me suis retrouvée un petit peu avec des réactions en mode oh, mais tu veux pas vouloir autre chose Donc, quand j'ai des livres, je suis trop contente. Trop contente. Et encore plus quand ils viennent de ma famille. Puisque cette année, encore une fois, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Encore une fois, j'ai dit « Des livres ». Et ils m'ont écouté. Tout d'abord, j'ai eu ce livre-là. La petite maison dans la prairie, le tome 2 de Laura Ingalls Wilder, et c'est édité par Flammarion.
Je vous en ai déjà parlé, j'ai envie d'avoir toute la collection. Je me suis offert le tome 1 pour mon anniversaire et j'ai mis dans ma liste, du coup parce que j'aime quand même avoir des surprises. Donc je dis pas ce livre-là, je fais une liste et je dis tu choisis là-dedans n'importe lequel, ça me fera trop plaisir. Donc j'avais mis en effet le tome 2 de La Petite Maison dans la Prairie et je suis ravie que ma sœur ait choisi celui-ci parce que ça faisait partie dans la wishlist envoyée d'un de mes plus wishlistés, quoi. Donc on peut dire qu'on est sur le journal intime de Laura Ingalls Wilder, il n'y a pas de grosse intrigue, il y a juste la vie avec ses péripéties, bon grosse péripéties quand même à l'époque, hein, c'est pas juste en mode elle fait tomber une cuillère, quoi, c'est chaud. Et j'aime beaucoup ces livres-là, je les avais déjà lus quand j'étais petite, et j'ai envie de les relire. J'ai envie de les relire parce que je trouve qu'ils sont extrêmement réconfortants. D'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est ma série préférée de tous les temps, ma série télé préférée de tous les temps. Et c'est sur aucune plateforme, là. Sur aucune plateforme. Je peux pas la voir, en fait. Ça va pas du tout. Donc, il va falloir que je m'achète l'intégrale. Et j'ai même déjà choisi l'intégrale que je m'offrirai. C'est celle-ci. Ok, parce que c'est quand même en forme de maison. Ah oui, on a de grands rêves ici. On a de grands rêves. Et j'ai également eu cette sublimissime édition de Frankenstein par Mary Shelley. C'est édité par Flammarion et c'est surtout illustré et animé par Mina Lima. On est donc sur Victor Frankenstein qui va entreprendre de donner vie à une créature qu'il a créée, recréée de toutes pièces. J'avoue que j'ose pas trop le feuilleter parce que j'ai vraiment envie de me garder la surprise en termes d'animation. J'en ai déjà regardé une, je suis en mode ouah, ça a l'air dinguissime, mais j'ai envie de découvrir vraiment lorsque je le lirai. Veux-tu m'épouser ? Et enfin, au niveau des cadeaux littéraires, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le Noël au manoir, j'ai fait une vidéo suggestion de cadeaux pour les gens qui aiment la lecture. Et dedans, j'avais parlé d'une liseuse. Oui, j'ai eu la Kobo Libra Color. Et j'ai déjà fait joujou un petit peu avec. J'ai pas exploré toutes les fonctionnalités, mais j'ai créé mon fond d'écran. Puisque on peut changer son fond d'écran de liseuse. Je sais pas si je pouvais le faire sur l'ancienne. Je m'étais jamais penchée sur la question, mais sur celle-là, voilà, j'ai vu des tutos. J'ai regardé un petit peu ce que les gens faisaient avec. Et je me suis pris une coque transparente pour faire en fait ce petit truc là derrière. J'ai mis des petits stickers, des petits morceaux de papier, tout ça pour faire un effet collage. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'ai donc eu avec le stylet. En plus, il s'aimante, genre n'importe où quoi. J'aime trop. T'es là, ouais, blablabla, titouti, ta. Reste là. Le stylet, à quoi ça sert ? Ben, le truc génial avec cette liseuse, c'est qu'en fait, déjà, elle est en couleur. Ce n'est pas négligeable, j'avoue. J'étais là pendant ma vidéo où je suggérais des cadeaux, j'étais en mode « Oui, alors moi, j'en ai une en noir et blanc, tout va bien, c'est love to love entre nous et tout. » C'est vrai, je l'adore. Je l'ai donné à mon copain, du coup, pour qu'il lise des mangas dessus. Mais du coup, le truc génial, c'est que avec ce stylet, on peut venir surligner. Bon, ça, on pouvait déjà le faire en vrai sur les autres liseuses avec le doigt. Mais le fait qu'il y ait l'option couleur, on peut surligner en couleur. Il y a plusieurs couleurs proposées, c'est quand même vachement agréable. On peut dessiner, on peut gribouiller sur les chapitres, on peut faire des dessins même si on veut. On peut tout faire, on peut annoter vraiment le livre comme on l'annoterait éventuellement s'il était en version papier. Et une option trop cool aussi, c'est qu'il y a des carnets intégrés. Tu peux créer un carnet, tu peux te faire un truc où tu notes, je sais pas moi, ce que tu veux, les sorties qui te font envie, ou tout ça, tu peux surligner, tu peux gribouiller dans tous les sens dans ton carnet. Ça fait vraiment effet petit carnet portable là, comme ça, et tu peux en faire autant que tu veux, je pense. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en ai fait quelques-uns, du coup, je sais pas s'il y a une limite de carnet, mais je pense pas, si ce n'est la limite éventuelle de stockage de la liseuse. C'est trop bien. Pour le coup, je l'avais vraiment pas vu venir. C'est-à-dire que moi, j'étais bestie avec ma petite liseuse de 2019. J'étais bien contente, en vrai. Je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, je fais partie de ces gens qui humanisent vachement les objets. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la Kobo Libra Color, j'étais en mode « Ah ouais, trop bien !» Et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour mon autre liseuse qui allait voir cette nouvelle liseuse toute colorée prendre sa place. Mais je suis trop heureuse, je suis trop excitée, j'aime trop. Une vie de notes, de couleurs et de gribouillis en tout genre sauf rameaux. Et on va maintenant passer à la FAQ.
Alors, je suis déjà très contente. Je tenais à vous remercier parce que c'est vrai que la visibilité là, des posts et tout pendant les fêtes, ça, c'est assez catastrophique. Ce qui est très bien, ça veut dire que les gens sont pas sur leur téléphone et qu'ils profitent des moments avec leur famille, leurs amis ou juste tout seuls. Enfin, c'est très bien. Mais j'ai quand même eu des questions. Je suis très contente. Merci beaucoup. Alors comme j'ai pas précisé si c'était anonyme ou pas, je vais pas donner les pseudos des gens qui ont posé les questions parce que je me suis pas, comment dire, j'ai pas anticipé le truc, j'ai pas demandé si je pouvais les dire. Donc on va partir du principe que non. Toujours est-il que les gens qui ont posé des questions ou laissé les petits mots vont se reconnaître et moi je sais que c'est bon. Première question, quel livre aimerais-tu voir adapté en jeu vidéo? Pour le coup, je pense que j'aimerais beaucoup voir adapté en jeu vidéo ACOTAR. Et on peut commencer par le tome 1 du coup, donc ACOTAR de Sarah J. Maas chez La Martinière. Pourquoi ACOTAR? Parce que je pense vraiment que cette saga, elle a tous les ingrédients pour devenir un très bon jeu vidéo. Déjà, l'intrigue est folle, et ça pourrait d'ailleurs être un super concept s'il faisait un jeu vidéo un peu avec des aspects Life is Strange. Le jeu vidéo Life is Strange, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans mes jeux vidéo préférés, c'est trop bien. En fait, c'est le type de jeu où vous avez des choix à faire, votre personnage a des choix à faire et ces choix auront des conséquences sur ce qui va se passer ensuite. Je pense qu'ACOTAR s'y prête très bien. L'univers est très riche, je pense que ça aussi sur un jeu vidéo c'est primordial, c'est-à-dire qu'on a plusieurs races différentes, donc il faudrait avoir un petit peu des personnalités, des règles un petit peu différentes en fonction des races, tout ça. Les décors aussi, parce que ACOTAR étant très immersif, on peut quand même visualiser des choses assez folles en termes de décor et je pense qu'en jeu vidéo ça passerait très bien. Les méchants ils seraient trop stylés. Pour le coup en plus dans ACOTAR on n'est jamais sur du 100% méchant, en tout cas là où j'en suis. C'est jamais 100% méchant, c'est des gens qui agissent d'une certaine façon mais qui ont vécu des choses qui les rendent du coup un petit peu plus humains, enfin ça leur donne un côté un petit peu plus humain on va dire, parce que bon, un petit peu plus humain peut-être pas. Mais ça leur donne un petit côté un peu plus humain et ça apporte une richesse, une vraie richesse dans les liens entre les personnages. Justement, le nombre de personnages est aussi un super bon point parce qu'on peut imaginer un jeu vidéo où on va pas juste jouer Faire. Je pense que les personnages sont assez profonds, assez travaillés pour nous permettre d'avoir des temps de jeu avec plusieurs personnages différents. Donc voilà, si un livre, bon là pour le coup c'est une saga, mais bref, devait être adapté en jeu vidéo, ce serait ACOTAR. Je suis curieuse de savoir ton métier actuel. Actuellement, je n'ai pas de métier. Je vis. Non, je suis en recherche d'emploi, mais je suis surtout en guérison et en questionnement profond. J'ai eu plein de métiers différents dans ma vie, mais vraiment très différents. Enfin, c'est le grand écart, mon CV. Et j'ai passé un bout de temps là dans une boîte. La fin de mon aventure dans cette boîte a été légèrement, c'est peu dire, chaotique. Cette fin a d'ailleurs engendré une prise en charge médicale. Ce qui fait du coup que je suis en grosse transition professionnelle, mais je suis surtout en gros questionnement sur ma vie. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ça me provoque d'ailleurs beaucoup d'insomnie, beaucoup. En plus, j'ai des envies. C'est pas que j'ai pas d'envie, mais elles sont complètement... hop, elles pop comme ça, elles sont dans tous les sens. Un coup, je veux être libraire. Un coup, je me dis, tiens, je pourrais peut-être travailler dans un café. Un coup, je me dis, et si je redevenais psy? Parce qu'à la base, je suis quand même psychologue. Un coup, je vais me dire, ou alors je reprends un travail de bureau. Je ne sais pas. Le truc, c'est que comme du coup, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir des buts, des objectifs pour se lever. Sinon, je peux juste me morfondre. J'ai besoin de me lever pour quelque chose. Ça, c'est très compliqué aussi à gérer. Et du coup, je profite de ce temps-là que j'ai pour nourrir ma créativité. La créativité, c'est vrai que c'est un noyau chez moi. C'est un point central. Donc voilà, du coup, je fais des vidéos sur YouTube, j'écris, je continue mon livre. Je profite de ce temps pour continuer l'écriture de mon livre quand même, parce que depuis 2019, il est lancé. Hein. Je peins, je fais du journaling, enfin voilà, j'essaye vraiment d'évacuer un petit peu toutes mes angoisses via des choses créatives. Ensuite, partage-nous 3 de tes plus beaux souvenirs, peu importe de quand ils datent. Merci beaucoup pour cette question, parce que ça m'a fait repenser à des trucs trop chouettes. Alors là, c'est surtout des souvenirs d'enfance qui me sont venus. Du moment où j'avais pas des responsabilités d'adulte, quoi.
Le premier souvenir qui me vient, c'est un souvenir qui date de quand j'avais à peu près 7-8 ans, je dirais. À l'époque, nous habitions à la campagne et il faut savoir que j'ai un papa qui est très bricoleur. Lorsque nous étions petits, nous ne partions pas vraiment en vacances. Je dis pas vraiment parce qu'en soi, mes parents, ils avaient une maison au Portugal quand même. Je veux dire, on retournait au pays pour les vacances d'été, tout ça. Mais on n'a jamais été dans un camping en bord de plage ou dans un autre pays. Voilà, on se cantonnait au Portugal, donc on n'a jamais fait des trucs en mode Club Med, tout ça, enfin voilà. Ceci étant dit, mon père s'arrangeait toujours pour nous faire vivre de grosses aventures sans qu'on bouge vraiment. Nous vivions donc à la campagne et non loin de notre maison, il y avait un canal qui passait. Mon père nous a demandé un jour si on voulait faire du bateau. Alors bien évidemment que mon frère, ma sœur et moi, on a dit mais carrément, bien sûr qu'on veut faire du bateau, mais comment ça, où? Ni une ni deux, le padré, il est parti dans son atelier, il a fabriqué un bateau. Alors c'est un bateau ghetto, mais il y avait de l'imagination quand même. Il a pris plusieurs palettes en bois, il les a toutes attachées ensemble, il a mis autour des espèces de gros bidons métalliques là, vide du coup, je pensais à l'époque c'était des bidons qui contenaient de l'essence ou du pétrole, enfin je sais pas ce que ça contenait à la base, mais en gros ces gros bidons étaient vides, c'est ce qui permettait aux palettes de flotter. Il a mis ça sur l'eau, on est tous montés à bord sauf ma mère parce qu'elle avait trop peur, elle tenait la corde, elle tenait notre radeau de fortune là pour pas qu'on s'échappe dans le canal, qu'on parte loin quoi. Mais en gros, on a fait du bateau. Encore un autre souvenir, c'était toujours avec mon père, je pense que je devais avoir 9 ans à peu près. On passait souvent près des gros magasins de jouets et c'est vrai que sur les parkings à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, mais ils montaient vachement les jeux, tout ça, pour que les gens puissent voir ce qu'ils pouvaient acheter quoi. Donc en gros, il y avait souvent des petites cabanes en plastique ou en bois qui étaient montées sur les parkings et nous, c'est vrai qu'on voulait en avoir une mais c'était cher. Donc en soi, on n'avait pas de cabane. Donc voilà, évidemment, un jour, mon père nous demande si on veut une cabane. Bien évidemment qu'on veut une cabane. Mais alors on a eu la cabane. En gros, il y avait un gros ruisseau. Pareil, derrière la maison, lui. Il y avait un gros ruisseau et il s'est mis à faire une structure au-dessus du ruisseau. Je sais pas si c'était dangereux, écoutez, on n'est jamais tombé. Mais en gros, il a cloué des poutres, des grosses poutres, il a cloué des planches, il a construit les murs, il a construit le plafond. Enfin, il a fait une cabane au-dessus de l'eau. Et alors, le clou du spectacle quand même, c'est qu'il y avait une fenêtre avec un petit volet comme ça, et tu pouvais ouvrir et tu regardais l'eau, le ruisseau, quoi, t'avais vu sur l'eau. En plus, on avait eu l'autorisation de décorer les murs comme on voulait. Alors, on avait pris plein de peintures, on dessinait des bonhommes, des fleurs. Enfin, c'était très cosy, en fait. Au final, on avait notre cabane et elle était même plus stylée que les cabanes de chez Jouet Club. Et enfin, le dernier souvenir qui m'est venu, c'est un souvenir avec ma mère. C'était à peu près la même période puisque c'était un moment où on habitait à la campagne encore. Donc, je pense que j'avais entre 6 et 9 ans, je saurais pas trop dater. À l'époque, donc mes parents faisaient construire vraiment leur maison, leur propre maison au Portugal. Et c'est vrai que mon père devait souvent faire des allers-retours pour aller parler avec les différents artisans qui intervenaient. Donc ce souvenir, il date d'un moment où mon père était parti au Portugal avec mon frère et où ma sœur et moi étions restés en France avec ma mère. Je me souviens que c'était un moment où il faisait très très chaud et on n'avait pas de piscine. Derrière la maison, on avait une gigantesque volière. Alors, avec le recul, je me dis, mais on en avait des choses, en fait. Enfin, on avait une très, très grosse volière. Il y avait plein d'animaux qui étaient dans un gros truc, quand même. Parce que ça faisait bien 100 mètres carrés. Enfin, en tout cas, avec mes yeux d'enfant, là, j'ai l'impression que ça faisait 100 mètres carrés. C'était très grand. Il y avait tout. Il y avait des canards, il y avait des pigeons. Enfin, je sais même plus. Il y avait plein de choses. C'est vrai que moi, j'avais un petit peu peur d'entrer là-dedans parce que j'avais peur qu'il me picore le crâne. Et dans cette volière, en fait, mes parents, ils avaient pris un bac d'un gros congélateur, mais du coup sans la porte, et ils l'avaient enterré, enfin un peu semi-enterré, pour le remplir d'eau et ainsi faire une petite mare pour les canards ou pour tout oiseau qui aurait voulu se rafraîchir. Et à ce moment-là, ma mère, elle avait voulu faire un gros nettoyage de ce bac.
Et je sais pas comment d'ailleurs, c'est une très bonne question, comment est-ce qu'elle a vidé l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a vidé l'eau, elle a nettoyé le bac et elle allait le re-remplir. Elle a proposé à ma sœur et moi d'aller mettre nos maillots de bain, en fait, et de nous mettre dedans pendant que ça remplissait. Comme ça, on se rafraîchissait, comme ça, on avait une piscine. On était juste trop contente d'avoir une piscine. Mais surtout, il y avait quand même un côté... Bon, moi, je restais flippée. Moi, j'avais trop peur qu'on me picore. Mais il y avait quand même un côté très magique avec tous ces petits animaux autour parce que c'était des animaux qui n'avaient pas du tout peur de nous. Ils venaient comme ça, ils étaient là à côté, genre « Oui, ça va, oui, et toi, petit pigeon? Oui, la vie, tranquille. » C'était trop bien. Voilà donc 3 de mes plus beaux souvenirs. Ensuite, petit message juste pour te dire tu es un ange et j'adore tes vidéos et ta bonne humeur, merci. Merci beaucoup. En plus, ce message, il vient d'une personne qui, il n'y a pas longtemps, m'avait envoyé un vocal sur Insta. Et c'est vrai que elle ne savait pas au moment où elle m'envoie ce vocal, mais j'étais en mode doute total sur tout ce que je faisais. Et son vocal m'a fait tellement de bien, m'a tellement touchée. J'ai chouiné, voilà, j'ai chialé. C'est une personne d'une générosité folle. C'est une artiste, vraiment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je lui ai dit. Mais c'est vrai que on suit des gens comme ça. On aime ce qu'ils font, on regarde, on like et tout machin. Parfois on commente et tout. Mais on se rend pas compte de l'impact vraiment de quelqu'un qui nous envoie un message comme ça, personnellement, spontanément, pour nous dire qu'il aime notre univers. Je trouve ça très précieux, je trouve ça rare. Après, c'est un peu la loi des réseaux qui veut ça. Il y a tellement de contenu, on suit tellement de gens dont on aime beaucoup la fibre artistique. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément à leur dire sincèrement à eux, directement, à quel point on aime ce qu'ils font. Moi, je le fais pas assez, honnêtement. Je le fais pas assez. Donc, merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup pour ton soutien depuis tout ce temps, parce que oui, ça fait quand même assez... Ça fait un bon bout de temps, hein. Merci beaucoup, beaucoup. Et je te souhaite le meilleur, parce que voilà, les belles âmes comme la tienne méritent vraiment le meilleur. Prochaine question, reprendras-tu la photo? Alors, cette question, elle se réfère plus précisément à ces photos-là. Je sais pas si je vais les mettre là ou là, mais bref, à ces photos-là. Pendant des années, j'ai fait de la photographie onirique. J'ai collaboré avec plein de gens, j'ai adoré trouver des lieux, adoré décider un petit peu des costumes, les maquillages, les accessoires, tout ça, c'était vraiment ce qui me portait. C'est une passion qui est très importante pour moi et que je regrette sincèrement d'avoir délaissée. En fait, au début, moi, quand j'ai commencé la photographie, j'habitais vers Toulouse. Ensuite, j'ai déménagé vers Poitiers et c'est vraiment vers Poitiers que mon art de la photographie s'est manifesté en plus. C'est là que je me suis totalement découverte. J'avais vraiment mon réseau là-bas. J'avais plein de potes, des potes qui créaient des costumes, des potes qui faisaient des maquillages, des potes qui me montraient des super lieux, des potes qui aimaient poser. Enfin, c'était vraiment le moment, je pense, de ma vie où j'ai été le plus heureuse. Ensuite, du coup, après mon temps à Poitiers, je suis revenue dans le sud et c'est vrai que le milieu de la photographie avait totalement changé. J'avais plus du tout de réseau et en soi, je peux faire des autoportraits, mais ça laisse quand même beaucoup moins de liberté en termes d'expression artistique parce que souvent, les idées me viennent quand je pose mon œil sur le viseur. Et quand tu es en autoportrait, fatalement, tu peux pas le faire. Alors j'ai fait quelques séances sur Toulouse avec des gens super, mais le milieu avait tellement changé. L'un des bons moyens de se faire des contacts, pour le coup, c'était les groupes photos sur Facebook, tout ça. Et en fait, j'ai été vaccinée très vite, c'est-à-dire que j'ai osé à un moment proposer un shooting photo sur ce groupe-là. Donc j'ai dit, qu'on allait aller à tel endroit, qu'il fallait qu'on marche un petit peu, tout ça. Mais il y avait un photographe qui m'a dit, non mais tu te prends pour qui? T'as vu tout ce que tu demandes à ta modèle? Et là, j'étais un peu outrée parce que très honnêtement, je ne demanderai jamais à quelqu'un de faire des choses que moi je ferais pas. Et moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai une très grosse tolérance aux choses. Moi, s'il faut qu'on aille dans l'eau, s'il faut qu'on aille dans le vent, dans la neige, s'il faut que ce soit dans un endroit très froid, s'il faut que je marche 20 km, mais je m'en fous complètement, quoi.
Donc c'est vrai que j'étais arrivée en mode, il y a encore ici des gens qui sont comme moi, mais pas du tout. Ou en tout cas, ils sont bien cachés. Enfin, il y en a quelques-uns, hein, parce que j'en ai photographié des personnes très très bien quand je suis revenue. Mais c'est vrai que c'était plus du tout comme avant. Et les attentes d'un shooting photo ont aussi changé, je trouve. J'ai eu la sensation quand je suis revenue ici que je me suis retrouvée face à juste des personnes narcissiques qui voulaient être en bombe sur les photos. C'est pas ma conception de la photo, c'est-à-dire que moi, honnêtement, si tu me dis de taper des grimaces, de prendre des positions un peu flatteuses, biscornues et tout, je m'en fiche complètement. Je suis là pour obtenir des belles images, des images fortes, des images qui transportent dans un univers. Je suis pas là en train de me dire est-ce que je suis belle, est-ce que je suis pas belle. Et honnêtement, tous les gens que j'ai photographiés dans ma vie, enfin presque tous, sont dans ce concept-là. Enfin, on n'est pas là. Lorsqu'on se lance dans de la photographie onirique, on n'est pas là forcément pour être en bomba latina, quoi. On est là pour créer un univers. C'était un gros changement donc par rapport à Poitiers, où à Poitiers, franchement, je pouvais parler de n'importe quel projet, aussi timbré soit-il. Je n'étais jamais jugée, j'étais tout le temps super soutenue. J'avais plein de gens qui étaient à fond, qui venaient avec moi, qui marchaient des heures, on s'en foutait. Mais alors qu'est-ce qu'on s'en foutait? Parce qu'en fait, notre objectif à la fin, c'était de vraiment créer un truc et de figer en fait un univers qu'on aura imaginé. Mais ça me manque beaucoup, ça me manque énormément. C'est juste que je connais plus, j'ai plus de réseau ici. Donc je vais lancer une petite bouteille à la mer quand même dans cette vidéo, on ne sait jamais. Si les photos que vous voyez défiler là vous plaisent, si vous aimeriez poser dans ce style-là et si vous êtes vers Toulouse et alentours, n'hésitez surtout pas à me contacter. Parce que ce serait un grand plaisir de travailler avec vous sur un projet. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil, jamais de la vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que j'ai photographiées qui n'avaient jamais posé de leur vie. C'est vraiment un sentiment et une volonté de renvoyer quelque chose. Ensuite, que vous soyez en soi à l'aise pour prendre des poses, force de proposition, pose, tout ça, on s'en fout complètement. Il n'y a pas de souci, on travaille tout ça ensemble. J'ai donc bien envie de reprendre la photographie. D'ailleurs, la personne qui a posé cette question est une personne avec qui j'ai fait des projets photos, justement. Donc voilà, tu sais très bien que si tu passes dans le coin, ou si je passe dans ton coin peut-être, je sais pas, on peut totalement se prévoir quelque chose. Prochaine question, quels sont tes 3 genres littéraires et inversement les 3 genres que tu aimes le moins? Je pense que le début de question, c'est sur les 3 genres littéraires préférés. Je pense que mon genre littéraire préféré, c'est quand même la fantasy. Parce que on est sur de la construction d'univers vraiment assez folle, assez riche, détaillé, tout ça. Ça me transporte complètement, la fantasy. Ensuite, je dirais la romance, parce que j'aime beaucoup les histoires d'amour. J'adore les histoires d'amour. Je suis tout le temps en mode « Oh !» J'aime trop. Et ensuite, je sais pas trop si on peut dire que c'est un genre, mais je dirais tout ce qui est les romans un peu en mode surnaturel, paranormal. Ces types de romans qui remettent un petit peu en question nos croyances. J'ai une fascination pour tout ce qui est phénomène inexplicable. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait une émission, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en gros, ça parlait d'histoires un peu paranormales, de phénomènes inexplicables, tout ça. Et à un moment, il y a un lieu qui est passé dans cette émission, qui est juste à côté de chez mes parents. Ce lieu, c'est la Curiosité de l'Oriole. Le but, c'est que, en gros, quand tu regardes comme ça la route, elle est comme ça. Mais en fait, si tu poses quelque chose qui roule au fond de cette route, il va remonter tout seul. Je suis allée le tester avec ma voiture. Je suis allée tout en bas de la pente. Je me suis mise au point mort. J'ai desserré le frein à main et ma voiture est repartie en arrière. En fait, j'étais en train de monter, mais enfin, c'était très bizarre. Donc c'est vrai. Et donc après, mes 3 genres littéraires que j'aime le moins. Je vais plutôt dire... c'est pas forcément que je les aime le moins, c'est peut-être ceux que j'ai le moins lus. Enfin si, il y en a un que j'aime pas du tout, je crois. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait des livres qui me feraient changer d'avis, mais voilà. Je n'aime pas du tout les autobiographies. Et là, si ma pote Justine n'est pas sur la vidéo, elle va me taper mentalement, je pense, parce qu'elle adore ça. Mais moi, j'aime pas du tout. Ou alors il faut vraiment que ça concerne une personne que j'admire, qui me fascine, enfin, ou des trucs un peu en mode la petite maison à la prairie, ça j'adore. Mais c'est vrai que les autobiographies, c'est un genre qui m'attire pas, quoi. Ensuite, je dirais les policiers, mais ça, clairement, c'est parce que je n'en ai pas lu.
ou vraiment très très peu. Et je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que ça que je souhaiterais découvrir justement un peu plus ce genre de roman. Et enfin, également, je vous en avais parlé, mais les romans historiques. Parce que j'ai toujours peur que ça me donne des cours d'histoire, donc je vais pas spontanément vers ce genre-là. Question suivante, quelle partie aimes-tu le plus dans la création de contenu et celle que tu aimes le moins? La partie que je préfère dans la création de contenu, donc là on va parler je pense plus de YouTube, c'est le montage. J'adore monter mes vidéos, j'adore faire popper les trucs, j'adore travailler la colorimétrie, tout ça. C'est vraiment une satisfaction particulière quand t'as monté tout ton truc comme ça, quand t'as, à partir de plein de petits bouts de vidéos, recréé toute une vidéo, un peu plus dynamique, tout ça. Je trouve ça trop bien. La partie que j'aime le moins, honnêtement, je dirais que c'est le tournage. C'est le tournage parce qu'en fait, je suis une grosse stressée. Là, pourtant, je suis seule dans mon salon. Il n'y a qu'une caméra devant moi et je suis stressée comme si tous les gens étaient déjà tous les gens qui allaient voir éventuellement la vidéo étaient déjà devant moi, quoi. Mais parfois, je vais pouvoir reprendre une phrase 10 fois, tellement je m'en mêle les pinceaux. En fait, j'articule pas et tout. Je me trompe de mots, enfin, je sais pas. Des fois, je transpire carrément. J'ai des gouttes de transpi dans mon dos. Je suis là, calme-toi, calme-toi. Je suis stressée comme si on me regardait faire. Et je pense que c'est surtout dû ce stress à... J'ai pas envie de mal parler. Vous voyez, j'ai pas envie d'être maladroite dans des propos que je peux tenir, tout ça. Je suis toujours hyper stressée, j'ai toujours peur de vexer quelqu'un ou quoi quand je parle. Donc je me remets énormément en question pendant le tournage même. Je suis là, mais ça va, c'est pas trop maladroit, est-ce que des gens pourraient mal le prendre? Enfin, je me pose beaucoup de questions. Donc le tournage, c'est la partie que j'aime le moins parce que c'est la partie où je me torture le plus le cerveau. Dernière question, quelle leçon 2025 t'a-t-elle enseigné ou sinon fait intégrer? Alors vraiment, 2025, c'était une année en apnée. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je peux dire quand même que c'était une année enrichissante. Déjà, j'ai compris que je n'étais pas faite pour me lancer à corps perdu dans tous mes projets en même temps. Je suis très comme ça. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets comme ça en tête. D'un coup, je vais me réveiller, je vais me dire, allez, maintenant, je vais tout donner pour tous les faire. Donc, je vais me faire des plannings de journée, mais incroyables, très longs. Je vais mettre plein de choses dedans, à fond, pour bosser de fou sur des projets. Sauf que ça, c'est pas du tout tenable sur la durée. Pas du tout. J'étouffe à un moment. J'étouffe, je suis démotivée, j'arrête tout. Donc en 2025, j'ai appris à doser et à tout simplement avoir des projets, travailler pour, mais tranquille. Et j'avance beaucoup mieux que si je m'étais donné à fond comme une timbrée. En tout cas, pour moi, c'est contre-productif d'aller à fond. C'est contre-productif. Je dis pas si c'est sur un seul projet fixe, mais le truc, c'est que je suis tout éclaté dans ma tête, quoi. J'ai plein de branches comme ça. Si je me mets sur tout à fond, je suis épuisée derrière. Je suis complètement épuisée. J'ai le cerveau tout embouilli. Cette année, j'ai également appris à déculpabiliser et à dire non. Je ne me sens plus coupable de ne pas être en activité professionnelle. Parce que pendant longtemps, je me sentais, mais alors, trop mal. Et je dois vous dire que la société fait tout pour que vous vous sentiez mal de ça. Parfois, les gens, ils ont même pas besoin de te dire quelque chose, ça se voit. Ça se voit. C'est quand ils te disaient, du coup, tu fais quoi dans la vie? Et tu dis, bah écoute, pour l'instant, je fais rien, je suis en recherche d'emploi, je suis en reconversion. Ils sont là. Ah, tu travailles pas? Ah ouais. Ah, c'est chouette. Ce qu'il y a de fou, c'est que faut savoir que quand vous n'avez pas d'activité professionnelle, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas légitime d'être occupé ou d'avoir des choses à faire. Ça, c'est un délire quand même. Enfin, c'est quand même se dire que dans la vie, si tu ne travailles pas, tu ne peux rien faire d'autre. Et du coup, j'ai également appris à dire non. Si j'ai pas envie de faire un truc, si j'ai pas envie d'aller quelque part, non. Tout simplement. Non. Avant, j'osais pas du tout. J'osais pas du tout parce que je voulais pas vexer, machin, tout ça, blablabla. Mais en fait, non. Enfin, si j'ai pas envie, c'est non. J'ai appris à ne plus donner d'importance au jugement. Parce qu'en fait, la crainte principale dans tout ça, c'était de me dire que on allait me juger. Quand tu travailles pas, tu te dis, ils vont dire, ouais, la grosse flemmarde, boudue, l'assistée, enfin, voilà. Quand tu veux pas aller quelque part et tout, oh là là, mais t'es trop renfermé sur toi-même, blablabla.
Non, enfin en fait je m'en fous maintenant, je m'en fous complètement. Et ça c'est cette année que je l'ai appris, grâce à ma psy aussi, il faut le dire. Et cette année je me suis dit mais qu'est-ce que j'en ai à battre en fait? Mais vraiment, mais rien du tout. Vraiment la mise à distance des pensées des autres, des jugements des autres, c'est quelque chose bon, que je travaille déjà depuis très très longtemps, hein, parce que bon, j'ai pas eu le choix on va dire. Mais là cette année, ça a franchi encore un cap. Ça ne veut pas dire que je suis incapable de me remettre en question, pas du tout. Vraiment, si j'ai un échange constructif avec quelqu'un, je peux totalement me remettre en question. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jugement ne me fera plus jamais me remettre en question. C'en est tout pour cette dernière vidéo de l'année 2025. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'être venu au manoir au cours de cette année. J'espère vous retrouver en 2026. Merci pour tout ce partage, pour tous ces échanges que nous avons eus ensemble. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier infiniment puisqu'on a dépassé les 1000 personnes au manoir. C'est trop fou. Je vous souhaite une belle fin d'année. J'espère que cette année aura été bonne pour vous. Si elle ne l'a pas été, ça va être légèrement cliché, mais après la pluie vient le beau temps. Et puis même s'il pleut encore en 2026, on enfile nos bottes en caoutchouc et on va sauter dans les flaques. Je vous dis à dimanche au manoir de l'imaginaire.